Voilà. Et maintenant, c'est parti. Tout ce que l'on sera dit pourra être retenu contre nous. Donc, je vous passe immédiatement la parole. Hein, et donc, merci d'être venu aujourd'hui parmi nous. Faut lâcher. Enfin, écoutez, là, j'ai mes vieux côtés dyslexiques qui arrivent. Je n'arrive jamais à prononcer correctement. Faut lâcher des sous. Merci. Merci beaucoup à vous, Thierry Perrault, de m'avoir invité à ce séminaire que je suis avec attention également depuis un bon bout de temps. Alors, l'objet de la présentation aujourd'hui va porter sur la popularité de la Chine en Afrique. Et elle se base donc sur une enquête d'opinion de 2019-2020 qui a été menée par l'Institut Afrobaromètre. Peut-être quelques mots avant de commencer la présentation sur peut-être la politiste que je suis de formation. Je voudrais peut-être dire quelques mots sur tout ce qui concerne la question ou la notion d'opinion publique. Si on adopte une position, je dirais un peu bourdieusienne, on dirait que l'opinion publique n'existe pas. C'est-à-dire qu'elle est construite, elle est orientée parfois à travers les questions. Ceci dit, le fait de mener tout un ensemble de sondages d'opinion auprès d'un ensemble, auprès de plusieurs échantillons de la population et des populations africaines, permet, et c'est le cas ici, de mettre en lumière les avis qui sont forcément personnels sur une question qui est donc de la présence chinoise en Afrique. Alors, je vais partager mon écran avec vous. Alors, donc comme je le disais, les opinions, les enquêtes d'opinion en Afrique, les sondages permettent en quelque sorte de collecter tout un ensemble d'avis auprès des populations africaines, mais permettent aussi d'avoir une idée des perceptions de l'engagement, de l'étendue de la présence chinoise et des avis que peuvent avoir les différentes personnes, les hommes et les femmes en Afrique, et du coup d'avoir aussi, et vous verrez à travers ces différentes questions, de manière un peu plus précise, des avis sur des questions spécifiques. Alors, la méthode, c'est une méthode qui est utilisée du coup par plusieurs acteurs. Ce n'est pas seulement l'apanage des instituts de sondage que l'on connaît, hein, que ce soit Gallup, Pew, etc., ou Afrobaromètre, mais c'est également utilisé par des chercheurs comme ceux que vous pouvez voir ici, les derniers temps, Lina Ben Abdallah sur une recherche, un article d'ailleurs qui a été publié sur l'engagement de la Chine dans le domaine de la sécurité ou à l'intersection de la sécurité et du développement en Afrique de l'Ouest, notamment au Mali, où elle a mené une enquête d'opinion, mais également des auteurs comme Van Braght sur la Zambie ou je crois Romain Dicken sur le Sénégal, par exemple. Mais l'idée, si vous voulez, dans le cas d'Afrobaromètre, c'est que les sondages et les opinions qu'ils collectent, l'idée derrière aussi, de manière générale, au-delà du cas de la Chine, c'est de contrer ou d'aller à l'encontre de l'idée selon laquelle le public africain est ignorant, qui n'est pas au courant de ce qui se passe, qui n'a pas d'opinion, parce que la présence de la Chine en Afrique ou bien les questions liées à la démocratie ou à l'économie sont de l'ordre de l'érudit et donc ils ne seraient pas à même d'avoir une opinion informée là-dessus. Donc, si on revient un peu sur Afrobaromètre, il est important d'avoir quelques informations clés. Il s'agit donc d'un réseau de recherche panafricain, c'est-à-dire qui s'étend du coup à l'ensemble du continent. C'est basé à Accra, au Ghana. Et l'objectif de cet institut, c'est de conduire des sondages
pour recueillir la perception ou les perceptions des publics africains envers un certain nombre de sujets, allant des questions économiques à la gouvernance, à la démocratie, mais également les relations internationales. C'est une initiative conjointe entre trois instituts au départ, donc l'Institut pour la démocratie en Afrique du Sud, qui est basé à l'Université du Cap, le Centre ghanéen pour le développement démocratique, qui est basé à Accra, et l'Université du Michigan. Mais il existe, et d'ailleurs c'est comme ça qu'ils peuvent mener toutes leurs enquêtes, il existe tout un ensemble d'antennes, de points focaux dans des universités nationales. Donc, d'où je viens, moi, donc le Bénin, au Bénin, à l'université d'Abomey-Calavi, il existe au centre, par exemple, de l'Institut de recherche sur l'économie politique, il y a une antenne d'Afrobaromètre. Alors, c'est en 1999, l'Afrobaromètre ne couvrait que 12 pays africains. C'était le premier, ce qu'ils appellent des rounds, mais c'est le cycle. Hein. Un cycle, le premier cycle couvrait 12 pays africains et nous en sommes aujourd'hui à 38 pays. Juste peut-être sur les pays, j'aimerais montrer cette slide afin que vous voyez les pays qui sont couverts selon les différents, enfin au fur et à mesure, hein, donc une couverture évolutive, et les pays en gris qui ne sont pas encore couverts par les sondages. C'est-à-dire que, par exemple, que ce soit sur la Chine en Afrique, sur la démocratie ou autre, ces pays n'ont pas encore été sondés. Les populations n'ont pas été sondées encore. Ce qui est intéressant de voir, et c'est le cas dans le dernier rapport d'Afrobaromètre sur la Chine en Afrique, c'est que l'Angola a tout récemment été intégré dans l'analyse, par exemple. Mais je reviendrai là-dessus. Au niveau de la méthode, donc les entretiens sont faits face à face, mais ce qui est intéressant, c'est que cela est fait dans la langue de l'enquêté. Jusqu'aujourd'hui, la plupart des questions qui sont utilisées pour ces différentes enquêtes sont au nombre de 115. Vous avez, qui sont donc 115 langues nationales, les langues africaines. Les questions sont donc posées en swahili, en yoruba, etc., etc. Avant d'avoir un résultat, c'est-à-dire avant la publication des résultats de l'enquête, il y a 3 étapes. La première étant donc la constitution des équipes, ou je dirais plutôt la formulation des questions. Quelles sont les questions qui vont être menées et à ce niveau-là, moi en tant qu'analyste, je n'interviens pas. C'est-à-dire que les questions sont formulées par les équipes d'Afrobaromètre avec les institutions partenaires. Ensuite, dans un deuxième temps, les enquêtes sont menées sur le terrain. C'est la partie des enquêtes auprès des différentes populations. Et ensuite, l'analyse des résultats de l'enquête. Et c'est à ce niveau que moi, en tant qu'analyste, je suis associée, c'est qui demande à un certain nombre d'analystes sur des questions spécifiques, ici la Chine en Afrique, d'apporter une analyse de ce que révèle en fait l'ensemble des résultats. Alors, il faut savoir que pourquoi est-ce important? Je reviendrai sur cette slide. Pourquoi c'est important? Déjà, 2020 a marqué le 20e anniversaire donc, du Forum sur la coopération Chine-Afrique depuis l'organisation du premier sommet à Pékin. Et c'est un peu le moment du bilan avant le sommet qui doit normalement avoir lieu en septembre 2021 à Dakar et qui est en préparation. Mais c'est un peu le moment qu'on choisit les responsables chinois et africains pour se pencher sur le bilan de ces 12 décennies de coopération. Alors, comme nous le savons, je peux dire que nous le savons tous, l'engagement croissant et multidimensionnel de la Chine en Afrique a eu tout un ensemble d'effets importants, inégaux, mais c'est surtout que les relations sino-africaines sont principalement organisées par le biais des gouvernements chinois et africains. Et alors, l'information qui est adressée au public est
sélective, très souvent. Elle est aussi elle est orientée dans le sens où il s'agit souvent pour les acteurs chinois de montrer à travers les médias leurs accomplissements, mais on ne sait pas suffisamment ce que pensent les populations africaines de la présence chinoise et ce n'est pas suffisamment publié ou diffusé et encore moins intégré dans les politiques publiques. Et c'est pour cela qu'une enquête comme celle d'Afrobaromètre est importante. Alors, avant de passer aux résultats de la dernière enquête, je voulais juste à travers cette slide montrer que en 2016, l'Institut Afrobaromètre avait déjà publié une première étude d'envergure sur ce que les Africains pensent de l'engagement de leur gouvernement avec la Chine. Et l'étude avait révélé que 63% des citoyens interrogés dans 36 pays avaient des avis largement positifs envers la Chine. Et pour ce faire, je peux le montrer ici. Alors, je reviendrai sur la slide plus tard, mais c'était surtout lié à la question, enfin les avis positifs, ce qui permettait à la Chine de recueillir des avis positifs en termes d'influence auprès des Africains, c'était les investissements dans les infrastructures et le développement commercial. Et par contre, les avis négatifs portaient surtout sur la mauvaise qualité des produits chinois. Je reviendrai aussi sur ces détails un peu plus tard. Mais ce qui est intéressant, c'était de voir, peut-être quand on regarde qui, parce que quand on parle des Africains de manière générale, il faut savoir en termes de personnes sondées. Donc, quand on adopte une analyse un tout petit peu plus granulaire, on voit que ceux qui estiment que l'influence économique de la Chine est positive sont majoritairement des hommes jeunes, donc des jeunes hommes africains qui vivent dans les centres urbains. Ce qui n'est pas très étonnant, sachant que, et surtout si la question des infrastructures arrive en tête des facteurs positifs pour les sonder, il s'agit aussi, enfin une des raisons qui peut être évoquée, c'est que beaucoup de ces infrastructures sont localisées par les Chinois, donc les entreprises chinoises qui les mettent en œuvre sont essentiellement localisées dans des centres urbains. Non pas qu'il n'y en ait pas dans les centres, dans les zones rurales, mais les grandes infrastructures d'envergure, que ce soit les aéroports, les ports, les ponts, etc., les routes, les grandes routes centrales, les autoroutes nationales sont également, ou du moins traversent pour beaucoup les zones urbaines. Quand on regarde du coup de manière un peu plus détaillée les facteurs contribuant le plus à une image positive de la Chine, comme je le disais tantôt, les investissements dans les infrastructures ou autres secteurs de développement viennent en tête, suivi du coût des produits chinois, qui seraient moins chers, et les investissements. Sachant là, ce qui est intéressant en 2016, sur la base donc, des sondages menés en 2014 et 2015, c'est que les questions liées à l'ingérence ou la non-ingérence, les questions culturelles et de langue n'arrivent pas en tête, mais on a une confirmation qu'il s'agit vraiment des investissements dans les infrastructures. Quand on dit investissement, ce n'est pas au sens technique du terme, hein, c'est vraiment au sens plutôt contractuel, les entreprises chinoises à travers donc, tout un ensemble de contrats menés avec les gouvernements via des prêts qui sont mis en œuvre dans ces pays. Au niveau des facteurs qui contribuent à une image négative de la Chine, ce qui est venu en tête, comme je l'ai dit tantôt, c'est la qualité des produits chinois, mais également les activités économiques, c'est-à-dire le fait qu'il n'y ait pas suffisamment de création d'emplois et qu'il y ait une perte d'emploi pour les Africains. Et la question de l'extraction des ressources africaines qui venait en tête. Donc ça, c'était 2014-2015 pour une publication 2016. Alors, en 2019-2020, pour entrer dans le vif du sujet, l'Afrobaromètre a donc mené une autre série d'enquêtes.
Et ce que je vais vous présenter sont des données complètes, mais qui viennent de 18 pays. C'est pour ça qu'on parle de résultats préliminaires. Elles ont été recueillies toujours à travers la même méthode, en vis-à-vis, avec un échantillon de personnes sélectionnées au hasard dans la langue du répondant. Mais pourquoi 18 pays pour le moment? C'est bien sûr à cause de la pandémie du Covid-19. Et ce que je peux dire à l'instant pour ce qui concerne où en sont-ils, c'est qu'ils ont repris progressivement les enquêtes, étant donné, et surtout dans des pays où le contexte le permet. Mais c'est déjà intéressant d'avoir des données actualisées de ces 18 pays parce qu'au-delà des questions qui portaient sur les modèles de développement, il y a eu des questions complémentaires et notamment les questions d'enquête qui portent sur la manière dont les Africains qui ont été interrogés perçoivent les prêts chinois, la question de la dette chinoise, mais aussi la question de son remboursement et aussi la question du coup plus large de la dépendance de l'Afrique vis-à-vis de la Chine pour son développement. Et quand on regarde les résultats de l'enquête 2019-2020, alors je m'excuse de ne pas les avoir en français, cela a été tout juste publié, n'a pas encore fait l'objet d'une traduction, mais ce qu'on peut voir, c'est que cette question, la première question, le premier graphe qui apparaît ici sur la question du modèle de développement, montre que tout comme en 2016, les populations africaines qui ont été sondées plébiscitent davantage le modèle américain devant le modèle chinois. Ce serait intéressant de voir sur les 38 pays au final, mais on voit déjà une tendance très similaire, ne serait-ce que sur ces 18 pays, si on les compare par rapport à 2016. Et là, qu'est-ce qui peut expliquer du coup le fait qu'il plébiscite ce modèle de développement qui peut être entendu dans son sens large, c'est déjà, si on considère que le modèle de développement chinois, il repose sur, comme on le sait, un modèle, qu'on appelle un capitalisme d'État, ou un capitalisme de marché qui est mené par l'État, alors que le modèle américain met davantage l'accent sur l'importance du marché libre. Si on fait, une analyse parallèle avec une autre enquête d'Afrobaromètre, c'est qu'on constate qui a été menée sur la question des libertés et de la démocratie, il y a quand même une forte adhésion des populations africaines dans l'autre enquête sur la démocratie, donc aux différents principes de liberté. Et donc, si on considère que le modèle américain, alors bien sûr c'est très discutable, surtout en ce moment, mais si on considère que le modèle américain, en théorie, est basé sur, ils mettent davantage l'accent sur les libertés individuelles, on peut également comprendre. Et après, il faut peut-être mentionner aussi la question du soft power, cette capacité d'attrait que les États-Unis semblent avoir davantage que la Chine auprès des populations africaines. Et c'est là que c'est déjà intéressant parce que il y a déjà une différence, ou disons, il y a un non-alignement entre la rhétorique qui est portée par les différents gouvernants africains sur le modèle de développement chinois qu'ils aimeraient émuler, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais qu'ils aimeraient reproduire, et donc qui consiste du coup dans cette rhétorique où les gouvernants chinois, qu'ils soient en Chine ou quand ils s'adressent aux populations africaines, c'est presque, dans le discours, il y a vraiment cette idée que le modèle chinois et le modèle de développement chinois est celui de l'avenir, c'est celui qui a permis du coup à la Chine de faire sortir une grande partie de sa population de la pauvreté, etc. Mais on ne sait pas toujours quelle partie du modèle les gouvernants africains cherchent à reproduire, comment, avec quelle méthode, etc. Mais il faut aussi dire que
c'est le résultat aussi d'une stratégie quand même bien ficelée de la Chine qui consiste à faire venir à travers donc tout un ensemble de voyages, de découvertes du modèle chinois, qui fait venir tout un ensemble voilà, de fonctionnaires africains, des ministres, etc., à travers des visites très bien préparées, qui consistent surtout à montrer que voilà, c'est un modèle qui tient sa réussite du fait de la centralité des infrastructures. C'est-à-dire les infrastructures permettant du coup d'avoir une croissance économique et de sortir du coup de la pauvreté. Mais ce n'est pas toujours très clair comment. Alors, mais ce que montre en fait ce résultat, c'est que dans certains pays, et quand on regarde un peu en détail sur les pays qui ont été interrogés, pardon, les populations qui ont été interrogées, c'est que les pays où les gouvernants insistent beaucoup sur le modèle chinois dont ils aimeraient apprendre les ressorts, notamment que ce soit en Éthiopie ou que ce soit dans des pays comme l'Angola, on voit quand même que les populations plébiscitent davantage plébiscitent moins le modèle chinois. Donc, c'est peut-être moins compréhensible pour eux que pour pas moins compréhensible, mais moins, enfin, ils ne sont pas alignés. Disons cela en ligne. Ce qu'on peut remarquer, ce qu'on peut remarquer également, c'est que les pays où le modèle, enfin sur ces 18 pays, les pays dont les populations sondées ont davantage plébiscité le modèle chinois sont donc francophones pour beaucoup, mais en Afrique de l'Ouest et dans la région du Sahel. Et je reviendrai plus tard là-dessus parce qu'il y a quand même eu quelques changements d'envergure à ce niveau. Lorsqu'on fait une comparaison entre 2015, entre les résultats de 2015 et 2020, et là, peut-être j'aimerais insister parce qu'ici, il y a une moyenne sur 16 pays. Pourquoi? Parce que dans l'enquête qui a été menée en 2016, Éthiopie et Angola n'étaient pas couverts par l'enquête. Donc maintenant, comme disent les anglo-saxons, il faut comparer on ne peut pas comparer les pommes et les poires. Donc, si on regarde de près sur ces 16 pays, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que les pays comme le Burkina Faso et le Mali, on passe quand même d'une adhésion à 20% à presque 40%. Donc, alors que au Lesotho et en Namibie, les États-Unis ont dépassé la Chine en tant que modèle et partenaire de développement privilégié dans des pays comme le Burkina Faso, mais aussi au Botswana, la Chine est préférée aux États-Unis. Et ça, c'est quand même important. Et comme je disais, les Angolais et les Éthiopiens qui n'avaient pas été inclus dans l'enquête de 2016 sont plutôt partisans du modèle américain. Pourtant, ce qu'on peut constater dans ce que l'enquête révèle, c'est qu'au-delà de cette question de l'adhésion à un modèle, quand la question porte sur l'impact positif que peuvent avoir les pays, que peuvent avoir la Chine, que peut avoir la Chine en Afrique, on a quand même 57% d'Éthiopiens et 43% des Angolais qui estiment que l'influence de la Chine est positive. Et donc ça, vous pouvez le voir ici, et je le laisse, c'est un tableau qui montre cette évolution et cette comparaison et auquel vous aurez accès après la présentation. Alors, quand on regarde la question de l'influence positive ou négative que je mentionnais tantôt, on peut remarquer. Alors, juste peut-être quelque chose que je n'ai pas précisé et que je devais faire, c'est sur la question de la popularité de la Chine qui a augmenté au Sahel. Et donc, ce qu'on a constaté, c'est que les perceptions de la Chine ont donc changé pour le mieux dans cette région, qui est donc sujette à de multiples défis, qu'ils soient politiques, sociaux, sécuritaires. Mais il faut savoir que sur le plan stratégique, au cours de ces 4-5 dernières années, la Chine s'est beaucoup impliquée dans tout un ensemble d'activités à l'intersection de la sécurité et du développement.
que ce soit des projets d'infrastructures liés au BRI, mais également une implication dans tout ce qui concerne les opérations de maintien de la paix et de sécurité dans la région. Et donc, au Burkina Faso, on voit une popularité qui double quasiment. Et en Guinée, où les entreprises chinoises sont principalement impliquées dans des projets miniers, on a quand même 80% des citoyens qui perçoivent l'influence économique et politique de la Chine comme positive, ce qui est 4 points de pourcentage de plus qu'il y a 5 ans. Donc, on peut faire déjà à ce niveau une sorte de corrélation entre l'implication croissante de la Chine dans la région du Sahel, qui semble avoir eu un fort impact sur les opinions des citoyens. Alors, en termes d'influence externe, ce qui est intéressant à voir, c'est que, tout comme en 2016, la Chine et les États-Unis se talonnent, j'ai envie de dire, en termes de perception d'une influence plus ou moins positive. Mais ce qui est assez intéressant, c'est la place de la Russie. Alors, il est difficile de comparer parce qu'en 2016, la Russie n'avait pas été intégrée dans le sondage. C'était plutôt l'Inde qui n'avait recueilli que 4%. Et là, lorsqu'il est demandé aux populations africaines sondées si la Russie est considérée comme ayant une influence positive, ce qu'on constate quand même, c'est que cela... voilà, 38% contre 16% d'avis négatifs, ce n'est pas anodin. Et cela pourrait aussi être le reflet de l'engagement politique, sécuritaire, économique, croissant de la Chine avec l'Afrique, mais aussi si on peut se demander qu'est-ce qui permet d'influencer une opinion. Alors il y a tellement de facteurs, mais l'un des facteurs reste quand même les médias. Et une étude récente qui a été menée montre que voilà, le rôle des médias russes tels que Russia Today, Sputnik, etc., et notamment le contenu des médias numériques en Afrique de l'Ouest francophone a montré que ce contenu produit par des médias russes s'infiltre beaucoup plus rapidement dans les espaces médiatiques africains que les contenus chinois. Et là, je cite donc un article qui est paru en 2020 dans Hérodote par 4 auteurs, donc Douzet, Limonier, Niobi et René. Et je pense que l'un des auteurs interviendra dans le séminaire Présence chinoise, donc bientôt. Mais donc, c'est très intéressant quand même de voir du coup la place de la Russie et de voir qu'en fait, cela permet déjà d'aller au-delà de l'analyse très binaire qui est portée, alors surtout du côté des États-Unis, sur une compétition très binaire ou qui n'impliquerait que les États-Unis et la Chine en Afrique. Ce qu'on constate ici, c'est quand même qu'il y a une multitude d'acteurs qui sont considérés comme ayant une influence plus ou moins positive ou négative. Et là, peut-être plus en détail, ce qu'on voit quand même, c'est voilà, de manière plus granulaire que des pays comme le Ghana, des pays comme la Côte d'Ivoire, mais également voilà, des pays comme le Ghana, l'Ouganda, la Guinée, montrent que les perceptions sont restées soit stables, si on compare 2016 et 2020, les perceptions sont restées soit stables ou sont devenues plus positives. Et c'est également lié au fait que dans ces pays, plus récemment, la Chine a tout de même mené tout un ensemble, disons les acteurs chinois se sont beaucoup impliqués, que ce soit dans des projets d'infrastructure et des projets miniers. Et si on fait du coup si on se permet une analyse, pour faire un parallèle, il y a quand même, et si on considère aussi toujours les résultats de l'analyse 2016 qui montrent que les infrastructures constituent un des points majeurs, c'est-à-dire le point vient en tête du coup des facteurs entraînant une image positive de la Chine en Afrique. Donc, cela permet d'expliquer du coup cette constance, voire cette croissance en popularité pour la Chine dans ces pays. Cependant, ce qu'on constate tout de même,
c'est que il y a quand même, de manière générale, si on regarde toujours voilà, la moyenne des 18 pays, c'est 59%, mais si on compare 2016, 2014, 2015 et 2019, 2020, il y a quand même une petite baisse de la popularité chinoise. Et ça, c'est tout de même à mentionner, et je reviendrai là-dessus tout à l'heure également. Alors, une des questions qui a été apportée, une nouvelle question, du coup, qui a été apportée ici, c'est la question de la dette. Alors, la question de la dette chinoise, elle fait l'objet de tout un ensemble d'analyses qui vont parfois un peu dans tous les sens. La question, notamment aussi autour de certains narratifs sur le piège de la dette, etc. Du coup, l'Afrobaromètre, les équipes se sont dit qu'il serait intéressant de sonder la population. Et sur ce graphe, il est demandé aux sondés s'ils ont entendu, déjà dans un premier temps, est-ce qu'ils ont connaissance de l'existence de la dette chinoise auprès de leur pays. Et là, c'est très intéressant de voir que une majorité, non, pardon, il n'y a pas une majorité de pays qui considère qui est au courant. On a 48% des personnes sondées qui étaient au courant donc, de la dette. Mais là, les pays où les débats sont quand même assez virulents sur la question de la dette chinoise, notamment au Kenya, vous avez 74% des sondés qui en ont entendu parler. Alors, des pays où, disons que les débats montent, et c'est là que c'est très intéressant, le Nigeria, où il y a eu récemment tout un ensemble de débats autour de la dette chinoise, avant ces débats, il n'y avait que 28% qui avaient été, 28% de personnes sondées qui en avaient entendu parler. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est de voir tout de même qu'il y a la question, pour ceux qui sont au courant de la dette, disons que si je dois faire une analyse, ce n'est pas très étonnant parce qu'il existe quand même un manque de transparence autour de la dette chinoise en Afrique. Ce n'est pas quelque chose qui est publié systématiquement. Comme je le disais, la manière dont si on ne regarde que les médias, disons que c'est souvent le produit final dont il est question. C'est-à-dire que les médias informent plus souvent du fait qu'une route sera construite, un pont, un aéroport, etc., mais moins sur les détails du contrat. Et ce qui peut expliquer que les populations africaines ne sont pas au courant nécessairement s'il s'agit d'un don, s'il s'agit d'un prêt, et ou si le projet est financé sur le budget national de l'État, ce n'est pas très clair. Toujours. Donc, les 48%, à mon sens, ne sont guère étonnants. Mais parmi ceux qui ont déclaré être au courant de l'aide chinoise, pourtant, la question qui est demandée, c'est s'ils estiment que leur gouvernement doit repayer, mais également s'ils estiment que leur gouvernement a emprunté beaucoup trop. Donc, sur le jaune, donc, est-ce que le gouvernement africain doit repayer la dette chinoise? Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a quand même 77% de sondés qui estiment que la dette ne doit pas nécessairement être effacée, mais doit être repayée. Ce qui est, si on fait, là encore, si on analyse de manière... si on compare avec les débats actuels qui demandent à la Chine d'effacer ou de retarder la dette chinoise, il y a quand même une différence. Ceci dit, 58% des sondés estiment que leur gouvernement a emprunté trop d'argent à la Chine. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les pays qui ont reçu le plus de prêts chinois, les citoyens se sont dit préoccupés par l'endettement. Et c'est notamment le cas au Kenya, en Angola et Éthiopie. Et dans ces pays, respectivement, 87%, 75% et 60% des citoyens se sont dit préoccupés par le fardeau de la dette. Alors, quels sont... alors, ça,
peut-être pour finir sur cette question de la dette, c'est quand même intéressant aussi de voir qu'au-delà de la question du coût du remboursement, une autre question a été posée, c'est celle sur une conditionnalité plus ou moins est-ce qu'il y a plus ou moins de conditionnalité qui est posée par la Chine ou un autre pays? C'est-à-dire, quand le gouvernement chinois octroie des prêts, est-ce que vous pensez qu'il y a plus de conditions qui sont liées aux prêts que par rapport à un donateur traditionnel? Dans ce cas, ce qui est intéressant à voir, c'est que la plupart considèrent tout de même que la Chine met en place moins de conditionnalité, c'est-à-dire que ce prêt est moins lié, alors toujours selon les personnes sondées, que le sens contraire. Alors, ce n'est pas le cas de tous les pays, hein. Quand vous voyez le Gabon, le Burkina Faso, le Lesotho, la Côte d'Ivoire, il y a quand même plusieurs pays, comme vous pouvez le voir ici, qui considèrent le contraire. Alors, peut-être pour finir, parce que je pense qu'il ne me reste pas trop de temps, les grands enseignements qui peuvent être tirés donc, de ces enquêtes préliminaires, c'est que, déjà, comme je le disais un peu plus tôt, il est important d'aller au-delà donc, de cette analyse binaire hein, sur une compétition États-Unis-Chine en Afrique. Il est important d'intégrer tout un ensemble de facteurs et d'acteurs aussi. Hein, on parlait des organisations régionales, entre autres, les Nations Unies, la Russie, mais également, un des points majeurs, comme je le disais également, c'était les résultats, disons, auprès des sondés dans le Sahel, et surtout Guinée, Mali et Burkina Faso, où on constate quand même que ces pays plébiscitent, les populations sondées dans ces pays plébiscitent davantage le modèle chinois et considèrent également que l'influence de la Chine, l'influence économique de la Chine est parmi les plus positives. La Chine reste populaire en Afrique, mais cette popularité est en baisse. Elle est en baisse et cela pour plusieurs facteurs peuvent l'expliquer, que ce soit l'arrivée des d'autres acteurs également. Là, on n'a pas parlé de la Turquie, de la Corée ou des Émirats en Afrique, mais c'est quand même important de noter qu'il y a une popularité qui est en baisse, il y a une compétition qui est beaucoup plus forte et de manière générale, il y a quand même le fait que les populations africaines, en tout cas celles qui ont été sondées, restent plus critiques ou deviennent de plus en plus critiques vis-à-vis de la Chine. On peut également s'interroger sur le fait, est-ce qu'il existe une nouvelle donne russe maintenant avec cette implication de plus en plus forte, notamment dans les pays où la Russie est présente à travers voilà, l'exploration du gisement minier par ces entreprises, etc., mais également l'implication de la Russie à travers donc, les sociétés privées de sécurité haute qui protègent tout un ensemble de gouvernements. Je pense notamment donc, à la Guinée d'Alpha Condé ou à la République centrafricaine de Touadéra. Donc la question se pose. Et du coup, elle est à intégrer aussi dans les analyses ultérieures. Et enfin, et je conclurai là-dessus, c'est quand même la question de l'endettement vis-à-vis de la Chine, où c'est quand même clair que il y a pas une réticence, mais il y a quand même un avis très critique, je trouve, des populations africaines vis-à-vis de la Chine, pardon, pas de la Chine, mais de ces prêts qui sont engagés par la Chine, par les gouvernements auprès de la Chine, ce qui implique quand même pour les prochaines politiques qui sont mises en œuvre par les gouvernements chinois, les gouvernements africains, de prendre en compte. Et je crois que c'est un peu là aussi l'objectif d'Afrobaromètre, de faire en sorte que ces avis soient également intégrés dans la manière dont les différents gouvernements mettent en œuvre leur
politique étrangère et le fait qu'ils gardent tout de même en tête les différents avis que peuvent avoir et aussi le besoin d'informations supplémentaires qui doit être fait autour, que ce soit de la dette, mais également de manière plus générale sur les différents accords qui sont passés avec les partenaires extérieurs, et notamment la Chine. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, je suis disponible pour y répondre dans la session questions-réponses. Écoutez, merci beaucoup pour cet exposé très clair et qui, en fait, je dirais exactement ce que je souhaitais dans la mesure où vous avez bien montré à la fois la structure du questionnement des enquêtes et la façon dont elles pouvaient être interprétées et le fait que ce soit très délicat d'interpréter les réponses qui sont faites. Je prendrai qu'un seul exemple, c'est le problème du concept de modèle de développement. Et ça, c'est un avis pour tous les analystes que nous sommes. Il n'est pas du tout certain que la définition scientifique ou l'analyse scientifique que nous faisons du modèle de développement chinois, américain ou autre, en disant c'est un capitalisme ceci, soit la perception exacte de la population qui, elle, doit certainement beaucoup plus voir le dynamisme qui est ressenti à travers le développement de l'économie chinoise et qu'ils souhaiteraient pouvoir reproduire dans leur propre pays, dans l'espoir de pouvoir également sortir de la pauvreté, à l'exemple de ce qui a été fait à la Chine. Et puis, d'autre côté, vous avez aussi l'image de la réussite américaine que l'on nous claironne sous tous les tons depuis une centaine d'années ou 70 ans, et entre autres qui est véhiculée par les séries américaines, le développement des modèles de la classe moyenne, et ainsi de suite, qui sont des images qui sont, à mon sens, tout à fait prégnantes et qui peuvent expliquer aussi l'enjouement beaucoup plus que une réflexion sur les modes de développement tels que nous, économistes ou nous, politistes, pouvons voir les choses. Alors, moi, je me suis posé aussi le problème un petit peu en aval, c'est-à-dire que nous avons, dans le cadre de ces réflexions afrobarométeurs, afrobaromètre, l'expression d'un ressenti qui a, dirons-nous, qui est très important de prendre en compte. Mais la question que je me suis posée ensuite, c'était dans quelle mesure ce ressenti pouvait s'expliquer par la réalité, ou du moins la réalité telle que nous pouvions l'apercevoir à travers les statistiques disponibles. Alors, j'ai eu l'occasion de trouver sur le site d'Afrobarométeur des données relatives à la Côte d'Ivoire où vous avez attendez, il faut que je reprenne pour partager. Voilà. Vous devez avoir mon écran, c'est bien. Oui. Donc, j'ai trouvé des données relatives à la Côte d'Ivoire dans deux enquêtes qui sont parues en 2019 et en 2020. Et j'ai sélectionné en fait un certain nombre de données que je résume ici. Et c'est sur cette base que je vais essayer de voir ce qu'il en est exactement. Alors, je retrouve effectivement une chose que vous aviez évoquée, à savoir que 50% de la population qui a été enquêtée en Côte d'Ivoire sait qu'effectivement que la Côte d'Ivoire est endettée à l'égard de la Chine. Et à partir et parmi ces 50%, vous en avez 52% qui estiment que l'endettement est excessif, mais 85% qui estiment que les conditions chinoises sont plus favorables. Alors, si vous voulez, ça, je ne le verrai pas par la suite, mais c'est quelque chose dont on peut discuter précisément. Quand on regarde la réalité des conditions, les conditions ne sont pas plus favorables de manière générale, mais la Chine offre des choses que n'offrent pas les autres. C'est la rapidité de la réponse et surtout le montant des prêts que ne font pas, des montants qui ne sont pas offerts par les autres. Et c'est bien là ce qui séduit les gouvernements africains. Alors que vous avez effectivement un discours par ailleurs, qui est le narratif chinois qui ferait que les conditions seraient plus favorables.
Ensuite, il y avait j'ai relevé dans ces enquêtes sur la Côte d'Ivoire que 72% des personnes interrogées considéraient que la Chine avait une influence sur l'économie de la Côte d'Ivoire, 53% une influence importante. Ensuite, 70% une influence économique et politique positive. Et par comparaison, on dit, les enquêtes révélaient que les États-Unis auraient eu que 64% des personnes considéraient que les États-Unis avaient une influence économique et politique positive, mais seulement 48% pour la France. Donc c'est à partir de ces données-là, j'ai essayé de voir ce que l'on pouvait non pas opposer, mais trouver les éléments qui pouvaient soit avérer, soit relativiser ces données. Et le premier exemple que je prends, c'est le montant de l'investissement, le stock d'investissement qui est disponible pour la Côte d'Ivoire. Alors là, je vous ai pris ces données pour le monde, l'Union européenne à 28, la France, la Chine et les États-Unis. J'ai pris les données concernant l'Afrique et la répartition, c'est 30% de l'investissement réalisé, du stock d'investissement étranger en Afrique est réalisé par des pays de l'Union européenne, la France 5,9, la Chine 4,9, les États-Unis 4,8. Et dirons-nous que l'année 1917, de ce point de vue, est charnière, en ce sens que la Chine est passée cette année-là, effectivement, devant les États-Unis pour l'importance du stock d'investissement présent. Alors maintenant, si on regarde le cas de la Côte d'Ivoire, on va avoir une situation qui est assez différente. En ce sens, bon, l'Union européenne, 39, près de 33%, c'est un petit peu plus que la moyenne africaine, mais c'est surtout le poids de la France, à savoir que la France aurait réalisé un stock d'investissement de 22% du stock d'investissement étranger en Côte d'Ivoire. La Chine ne serait qu'à 3,1%. Quant aux États-Unis, pas du tout. Un stock qui est nul. Donc, si vous voulez, on est pratiquement à front renversé par rapport à l'évaluation ou au sentiment qui peut apparaître à travers les données qui sont des données d'enquête, de ressenti. Alors, ceci dit, en même temps, c'est une image qui va à l'encontre du sentiment général que l'on peut avoir sur la présence chinoise. Et là, c'est un problème d'interprétation. Et on l'a vu d'ailleurs dans une des diapos tout à l'heure de Folachal Dessoulé, où elle reprenait un graphique des enquêtes d'Afrobaromètre, où on parlait d'investissement en infrastructure. Et il y a une ambiguïté que je répète régulièrement, à savoir que les Chinois n'investissent pas en infrastructure, mais ce sont les gouvernements africains qui investissent en infrastructure. Mais en revanche, ce qui est vrai, c'est qu'il y a des prestations de services qui aboutissent à ces infrastructures. Et là, je vous donne sur ce tableau pour les différentes années de 2010 à 2019, en rouge, ce qui représente l'investissement chinois dans d'autres secteurs, et en jaune, ce sont les prestations de services en infrastructure commandées par le gouvernement ivoirien. Et vous voyez qu'il y a une différence considérable. Mais ici, il est évident que ces prestations de services en infrastructure constituent un élément particulièrement visible. Hein. Il y a une route là où il n'y en avait pas auparavant, et pendant que l'on construisait la route, il y avait dirons-nous, présence d'un certain nombre d'acteurs chinois. Or, sur ces travaux d'infrastructure, où la présence chinoise est importante et très visible, il y a une autre présence le plus souvent sur ces chantiers qui est invisible, c'est la présence des cabinets de conseil. Or, très souvent en Afrique francophone, les cabinets de conseil qui sont derrière les entreprises chinoises pour la construction de ces infrastructures, ce sont des cabinets occidentaux et très souvent même des cabinets français. Donc, vous allez avoir ici deux acteurs, un qui sera visible et qui va pouvoir se voir attribuer tout le bénéfice de l'opération, et un autre acteur qui sera invisible et qui peut néanmoins avoir une action déterminante. Si on passe maintenant au problème du service de la dette, ici également, bon, c'est tout le cas de la Côte d'Ivoire est tout à fait intéressant, en ce sens que, alors je prends le service de la dette
non pas la dette elle-même, pour des raisons de disponibilité de statistiques. Hein, les éléments relatifs au service de la dette ont été rendus publics depuis la crise du Covid, hein, par la Banque mondiale. Hein, il y a ici un manque de transparence totale qui est dû à la fois aux bailleurs, et ces bailleurs sont aussi bien les grandes institutions internationales que les pays, hein, et entre autres la Chine, ou encore les, bailleurs, les prêteurs obligataires, mais aussi les pays emprunteurs, les uns comme les autres n'ayant pas, dirons-nous, intérêt à ce que les conditions de leurs prêts soient rendues publiques pour pouvoir conserver un pouvoir de marchandage pour un futur prêt ou pour un futur emprunt. Donc il y a, d'une manière générale, un manque de transparence qui est encore aggravé, dirons-nous, dans le cas chinois, puisque il y a, dirons-nous, un manque de transparence systémique, hein, qui va s'appliquer. Mais disons que ce n'est pas ce manque de transparence proprement chinois qui peut, au global, expliquer le fait que les faits soient mal connus. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, du fait de la situation rencontrée par les pays africains ou les pays les plus endettés à la suite de la pandémie, la Banque mondiale a ouvert un petit peu les portes de ces statistiques et on a des données sur le service de la dette, c'est-à-dire sur à quoi les pays doivent faire face budgétairement chaque année, et ça a été publié pour une période qui va de 2019 à 2021. Donc, c'est un indicateur indirect de l'influence que peuvent avoir un certain nombre de prêteurs. Et ainsi, il apparaît que les bailleurs obligataires, dans le cas de la Côte d'Ivoire, sont des bailleurs à pratiquement, le service de l'aide, c'est 40% pour eux. Et dirons-nous que leur présence ici signifie une confiance dans l'économie ivoirienne et dans le gouvernement ivoirien. Et vous savez que récemment, le gouvernement ivoirien a obtenu de nouveau un prêt de la part de ces bailleurs obligataires, hein, qui vont, qui indirectement ou moins en proportion, se substituent aux autres bailleurs. Alors, au second rang des bailleurs, vous avez les bailleurs publics bilatéraux, c'est-à-dire en fait les relations de pays à pays. Et là, c'est un élément qui est assez central parce que par le poids des prêts de ces pays, vous pouvez avoir une influence économique et une influence politique forte. Et puis, vous avez les bailleurs publics multilatéraux, dont la Banque mondiale ici, hein, est 82% du bénéficiaire du service de la dette. Alors maintenant, si on regarde la liste des pays bailleurs, hein, vous vous apercevez qu'à l'heure actuelle, le service de la dette sert à 75%, les trois quarts, à destination de la France, et la Chine arrive au deuxième rang. Hein. Alors l'Inde ensuite, et vous avez ensuite toute la série des autres pays, et les États-Unis très loin derrière avec 0,1%. Donc, de ce fait, vous avez ici un acteur majeur, hein, qui a certainement un poids, hein, qui est beaucoup plus important que ce que l'on peut ressentir indirectement, parce que le discours extérieur, le narratif qui peut courir, a effectivement, dirons-nous, entre guillemets, victimisé, parce qu'avant de victimiser la Chine, il faudra se lever de bonne heure, hein, la Chine peut-être au détriment des autres, et en tout cas, certainement cacher l'importance du rôle que peut avoir la France par rapport aux autres pays. Alors, si je continue de même, vous allez avoir des phénomènes comparables à partir du moment où vous allez regarder le commerce extérieur ivoirien. Alors, le commerce extérieur ivoirien, toujours Chine, États-Unis, France. Hein, vous voyez que le volume, bon, il est tout à fait clair que le volume des échanges export plus import, hein, est dirons-nous, plus important quand il s'agit des échanges avec la Chine, suivi de la France, suivi des États-Unis. Mais vous avez des structures qui sont totalement différentes. Et à travers le taux de couverture des importations, cela se voit. Hein, en moyenne, la Côte d'Ivoire est un pays qui a une balance commerciale excédentaire en 2019, puisque le taux de couverture est de 121. Hein. Mais lorsqu'on passe à la Chine, on passe à 19%. C'est-à-dire que la relation de la Côte d'Ivoire à la Chine, et dirons-nous, la Chine est fournisseur de la Côte d'Ivoire, mais à l'inverse, achète relativement peu
à la Côte d'Ivoire. Et donc, vous avez ici un phénomène de dépendance qui peut se créer. Inversement, les États-Unis sont à 83%, coût ouvert de 183%, c'est-à-dire que les États-Unis achètent beaucoup plus qu'ils ne vendent à la Côte d'Ivoire. Alors la France se trouve à 75%, c'est-à-dire qu'il y a un déficit avec la France, mais c'est un déficit qui, en montant, n'est pas aussi comparable que celui de la Chine. Alors après ça, je vous donne aussi l'importance des exportations de la Côte d'Ivoire pour chacun des pays, hein, et l'importance des exportations et des importations. Donc, si vous voulez, c'est une façon de détailler ce que je disais précédemment, à savoir la Chine, la Côte d'Ivoire importe des produits chinois, mais exporte très peu. Et vous avez des structures un petit peu plus équilibrées en ce qui concerne les deux autres pays. Alors également intéressant, c'est de voir la composition des exportations. Alors, ça n'étonnera personne de voir que le cacao et le chocolat est l'exportation majeure de la Côte d'Ivoire. Hein, mais vous voyez que les États-Unis, c'est 75% des importations états-uniennes, hein, que le chocolat, et 50% des importations françaises. Alors que la Chine, pratiquement les 2 tiers, c'est du caoutchouc brut, hein, et des produits pétroliers pour 17%. La France, ici, il y a des fruits et légumes pour près de 20% et aussi des produits pétroliers. Et au niveau des importations, vous avez aussi des répartitions qui sont assez typiques de la situation des pays, à savoir que les importations ivoiriennes de Chine, c'est à 90% des produits manufacturés. Ce n'est pas étonnant, c'est le cas dans tous les pays africains, à peu de choses près. En ce qui concerne les États-Unis, les produits manufacturés, c'est uniquement 50%, mais 46% de produits pétroliers. En ce qui concerne la France, vous avez près des 2 tiers qui sont des produits manufacturés, mais vous avez aussi exportation de produits alimentaires. Donc des situations qui sont totalement différentes, et il est évident que la position de chacun des individus par rapport à ce type de produit peut dicter des ressentis qui sont totalement différents. Mais ce qui d'une manière générale, moi je retire de la comparaison de ces chiffres, c'est qu'il devient nécessaire d'expliquer pourquoi le ressenti ne se traduit pas par des chiffres qui l'expliquent totalement. Hein, et je pense ici qu'il y a très certainement un, un élément complémentaire il y a un élément que je qualifierais de psychologique et qui en partie résulte du narratif ou des narratifs qui peuvent aujourd'hui exister. Je dirais qu'il y a un narratif chinois qui est tout à fait bien rodé et entre autres un discours qui est un discours porteur d'espoir que ne présentent pas les autres pays, en particulier la France, qui d'une manière générale n'a pas grand-chose à dire aux pays africains, et cela peut très largement expliquer le fait que le modèle français, si modèle français il y a, et ou dire si le modèle français pouvait apparaître ici, ne soit pas retenu. Et je pense que les éléments psychologiques sont certainement beaucoup plus importants pour expliquer la situation que les faits économiques tels que je peux les exposer, qui tendent à montrer dans le cas de la Côte d'Ivoire que le rôle de la France est certainement plus important, parce que la notion de rôle positif ou le rôle négatif, c'est aussi des notions qui sont très subjectives. Hein, et encore une fois, l'analyste que nous sommes pourront avoir une idée du rôle positif qui sera différent du rôle positif tel qu'il pourra être ressenti par la population. Si nous voyons une action qui conduit à des stratégies de développement bien conduites, nous aurons tendance, en tant qu'analystes, à considérer que les choses sont positives, mais il est évident que si ça concerne une route qui, dirons-nous, viole des droits collectif à la campagne, cela peut être considéré comme une influence négative. Donc les choses ici sont très très délicates à interpréter, mais toujours est-il, le rôle, le ressenti n'est pas toujours avéré par la réalité, mais et cela s'explique, comme je disais, principalement par des raisons que je qualifierais de psychologiques et l'existence d'un narratif qui peut être source d'espoir. Merci. Donc j'espère ne pas avoir trop parlé trop longtemps. Je vous redonne
la parole là où vous vous êtes coupé. Oui, voilà. Oui, oui. Alors, très brièvement, hein, afin de laisser un peu de laisser aussi le temps aux éventuelles questions. Oui, Hervé Lado a déjà levé la main, mais réagissez, c'est très bien. Non, je rejoins tout à fait cette idée, du coup, cette différence qu'il faut faire en tant qu'analyste entre les ressentis et la réalité. C'est-à-dire qu'en tant qu'analyste, on utilise tout un ensemble de critères scientifiques, hein, plutôt scientifiques, oui, pour analyser une certaine situation. Dans le cas, je dirais, du ressenti de la population, c'est à la fois subjectif, mais c'est aussi à la fois, en tout cas en ce qui concerne depuis les résultats de l'Afrobaromètre, cela démontre aussi que c'est selon le vécu. C'est-à-dire que si pour une personne X qui vit dans un village Y, il a à nouveau je ne sais pas, pendant 10 ans, il n'avait qu'une piste de sable devant sa maison et puis maintenant il a une route. Et avec cette stratégie chinoise qui est toujours très bien rodée voilà, de montrer que c'est la Chine, parfois, alors que ce n'est pas toujours que la Chine qui est derrière ces projets. Alors, on peut comprendre du coup que le ressenti sera, une personne comme ça, on pourrait dire l'influence de la Chine, l'influence économique de la Chine est positive pour mon pays. Donc, c'est ce côté, pour moi, c'est vraiment cet assemblage de ressentis, de jugements personnels, d'expériences aussi, mais c'est ce qui fait aussi l'opinion de manière générale et c'est ce qui peut expliquer, en tout cas quand on fait une analyse des relations internationales, c'est ce qui explique aussi pourquoi c'est important pour les gouvernements de savoir ce que pensent leurs constituants et de mettre en place des politiques beaucoup plus précises, mais aussi d'informer davantage à ce niveau. C'est un peu ce qui peut être ressorti. Euh, je, je crois, je pense pas que. Alors, je crois que je vais m'arrêter juste pour rebondir un peu sur le fait que j'adhère beaucoup à cette distinction qui doit être faite entre ressenti et réalité. Bah, écoutez, je vais passer la parole à Hervé Lado qui a levé la main. Euh, Hervé Lado, Oui, oui, merci. bienvenue, bienvenue. Merci Thierry Perrault, ravi de vous retrouver Eh ici ben oui, une oui, on fois ou s'était, l'autre. oui, ben je vous avais invité, mais jusqu'à présent ça s'est pas fait. Oui, oui, peut-être sur les prêts adossés aux ressources. Oui, c'est possible, c'est possible. Enfin, Oui, ce n'est que partie remise. Hein, oui, ne vous inquiétez pas, vous êtes toujours dans le carnet d'adresses et je suis toujours à la chasse d'intervenants hein, parce qu'il y a tellement de choses à dire que le problème, oui, c'est c'est la disponibilité des uns et des autres. oui, c'est un très bel espace que vous avez créé là et on va faire en sorte avec les auteurs parce que j'étais plus, on va dire, un disséminateur, on va dire, de cette production qu'un auteur, mais j'ai bien parlé de ce travail sur les prêts adossés aux ressources, sur lequel je pourrais revenir avec les auteurs. On pourra caler quelque chose au cours de l'année, avec plaisir. Fola Chadé, merci pour cette présentation très riche et qui reprend un certain nombre de sujets qu'on a pu aborder dans d'autres espaces et sur d'autres sujets, mais toujours liés à la relation entre la Chine et l'Afrique. Je m'interroge sur on va dire, la stabilité des ressentis, parce que comme tout ressenti, toute perception, il y a une certaine volatilité. Et à quel point ces ressentis résistent au narratif ou bien un certain nombre d'effets du narratif ou bien de projets immédiats réalisés dans un pays ou dans une région. Euh, Quand je le dis, j'ai en tête la situation en Guinée, puisqu'en Guinée, je suis la gouvernance minière où interviennent, le champ dans lequel interviennent beaucoup les entreprises chinoises. Et il suffit que il y ait un contrat, le gouvernement annonce un nouveau contrat ou une signature
d'un contrat d'infrastructure ou de projet minier ou comme il y en a eu beaucoup ces derniers temps et autour des élections, pour que dans l'opinion publique, on ait le sens, surtout sur de grands projets symboliques comme Simandou, qui est le grand projet historique en Guinée, pour que on ait le sentiment que dans la population, oui, il y a une certaine adhésion à cette présence chinoise en Guinée, ce qui n'est pas étonnant, puisque là, on touche à quelque chose qui intéresse vraiment les populations. Donc, la durabilité de ces ressentis. Je me demande si, en faisant cette même enquête dans un an, peut-être même pas dans un an, justement autour des événements clés, on pourrait, j'imagine qu'il peut y avoir des variations significatives. Un autre aspect, je m'attendais à voir cela, peut-être que ça ne se retrouve pas vraiment dans les données de Afrobarometer, c'est le sentiment vis-à-vis du respect des standards nationaux et internationaux. Là, on a en tête les standards environnementaux, sociaux. Thierry a évoqué tout à l'heure la route ou bien les impacts négatifs d'un projet sur les populations qui peuvent entraîner un ressenti négatif. Peut-être qu'une question là-dessus aurait révélé beaucoup cet aspect plus négatif du ressenti. Je le vois bien en Guinée où autant la Chine, avec ses services qu'évoquait Thierry, a permis à la Guinée, par exemple, de tripler sa production de bauxite en 5-6 ans et va même permettre peut-être dans les prochaines années à la Guinée de rentrer dans le fer, la production du fer en devenant un acteur mondial dans les 5 à 10 prochaines années du fer, qui va entraîner beaucoup d'impacts, on va dire, positifs, mais très négatifs si on voit ce qui s'est passé dans la bauxite ces dernières années, où il y a un vrai lever de bouclier de la part des populations sur ce qu'elles observent sur le terrain en termes de pollution et surtout de réaction des entreprises chinoises par rapport à ces allégations sur les impacts environnementaux et sociaux. Donc, je suis étonné qu'il n'y ait pas cet aspect dans l'analyse, ou pas dans l'analyse, dans comment dire, le sondage qui a été fait auprès des populations, parce que ça aurait révélé quelque chose de certainement plus négatif que positif, aux côtés des aspects positifs comme les avances de fonds au gouvernement, la rapidité de réalisation des projets, l'envergure des projets. Je termine par la compétition qui, dans un pays comme la Guinée, est clairement Russie, Chine, plus que Russie, États-Unis, même si les États-Unis sont présents, et avec une vraie bataille entre les entreprises et sur le plan géostratégique et diplomatique, avec des implications politiques aussi. Alors, merci Hervé pour ces questions et ces commentaires. Je dirais, peut-être sur ta première question, sur le ressenti qui résiste au narratif, il est vrai, pour être honnête, que j'avais été quand même assez surprise par, et peut-être c'est aussi du fait que je sois basée dans une université qui est en Europe et non pas que je ne vis pas au quotidien, même si je fais beaucoup de voyages de terrain en Afrique. Le fait que quand les résultats sont sortis et quand je compare les résultats de 2016 et de 2020, de voir qu'il y a quand même une stabilité de la popularité de la Chine en Afrique, dans les pays sondés, mais également que dans certains pays, bien, tu parles de la Guinée, il y a quand même, si je regarde les stats, on passe quand même, je dirais, il y a 4% de 4 points de pourcentage en plus, hein, on passe de 76% en 2016 à 80% en termes de considération d'une influence positive. Je pense que selon là où on est, là où on est positionné, il y a un narratif plus ou moins différent. J'ai l'impression que le narratif
qui est très critique vis-à-vis de la Chine. Le narratif qui porte sur l'exploitation, le piège de la dette, etc., le fait, voilà, les clichés du chinois fourbe, etc., il est très occidental. Il est beaucoup plus occidental qu'il n'est africain. Et alors que dans ces différents pays, ce qu'on constate, c'est que non seulement le ressenti, parce qu'on peut se poser la question, mais là, il faudrait faire une analyse beaucoup plus détaillée sur qu'est-ce qui influence l'opinion ou le ressenti d'une certaine personne, mais il y a forcément une forte variété de facteurs, que ce soit le fait que l'infrastructure bénéficie directement à ces personnes, ou que ce soit les médias qui influent, ou que ce soit des positions officielles, ou juste, il y a tout un ensemble de facteurs qui permettent du coup qui permettent en fait d'avoir une opinion. Et je pense, pour répondre directement à ta question, que l'investissement, pas l'investissement, mais les différentes activités, on parle de la Guinée, que mène la Chine en Guinée, et le fait aussi que du fait de l'isolement quand même politique qu'a connu, que connaît toujours le gouvernement guinéen, et que cela a fait que certains partenaires comme la Chine, mais également la Russie ou d'autres, n'aient pas délaissé la Guinée et qui reste impliquée à travers toutes ces activités, bien sûr pour des intérêts propres, je pense que cela influe aussi. Donc il y a tout un ensemble de facteurs comme ça qui peuvent expliquer. Ta question, je vais peut-être répondre comme c'est lié à ta troisième question sur la Russie. Quand on regarde, et je crois que ce sera publié après, le détail de ceux qui ont répondu que la Russie a une influence positive, économique positive sur le pays, la Guinée arrive en tête. Donc ce n'est guère étonnant. Et oui, et ça c'est quelque chose que je me martèle souvent à dire dans les différentes conférences, c'est l'idée d'aller, et comme je le disais en conclusion, il faut aller au-delà de cette vision de Chine, États-Unis, cette compétition binaire entre ces deux acteurs, parce que la Chine et la Russie, en Guinée, mais également dans d'autres pays, se livrent également une compétition. Et là, on parle de la Russie, mais on peut aussi parler de la Chine contre la Turquie, ou de la Russie contre la Turquie, etc. etc. Donc là, j'adhère totalement à ce que tu évoques. En ce qui concerne les standards, alors la question a été posée, mais autrement. Tu as raison qu'elle n'a pas été posée en 2020, mais si tu regardes, je crois que j'avais montré le graphe sur 2016, sur les facteurs contribuant le plus à une image négative de la Chine en Afrique, c'est la question de la qualité des produits. Et c'est dans cette question-là que je pense, parce que là aussi je reste dans mon rôle d'analyste, que la qualité des produits est entendue également, ou peut être liée à la question du respect des standards internationaux, notamment que ce soit des standards de construction, les normes de construction, les normes environnementales, les normes aussi, bon, après ils m'ont posé cette question sur le travail, les normes sociales, etc. Mais la question de la qualité des produits et donc du coup du respect des standards internationaux revient souvent dans les critiques, et même aujourd'hui. Alors, je ne peux pas donner de pourcentage pour 2020, parce qu'il semble avoir priorisé d'autres questions aussi, notamment celle de la dette, mais tu peux l'intégrer comme étant un reflet du coup, de la vie que peuvent avoir les personnes sondées, les échantillons africains qui ont été sondés sur la question des standards. Oui, avant de passer, vous avez terminé, oui. Avant de passer la parole à Alexandre Boudet, je voudrais faire trois remarques là sur ce que me suggère votre analyse. En ce qui concerne le piège de la dette, c'est effectivement un narratif occidental pour commencer. Ça, c'est tout à fait certain. C'est même un narratif indien, avant même d'être un narratif occidental. Mais c'est un narratif qui est maintenant récupéré par les hommes politiques africains pour pouvoir marchander avec la Chine.
Et là, indirectement, vous allez très certainement avoir une influence sur les populations africaines, parce que ça ne sera plus le narratif des Occidentaux contre la Chine, ça sera le discours des hommes politiques africains qui veulent améliorer leur rapport avec la Chine. Il ne faut quand même pas oublier, il y a quelques jours, le président de Tanzanie qui disait que pour signer des contrats de prêt avec la Chine, il fallait être ivre-mort. Bon. Donc, si vous voulez, vous avez un accent, une exagération dans le discours qui est une exagération purement politique, mais qui certainement aboutira à une révision du discours relatif à la dette. Alors également, vous avez évoqué le problème de la compétition entre la Chine et la Russie, mais cette compétition, elle existe par exemple aussi en Algérie, où on voit une situation très intéressante, c'est qu'en fait, c'est le gouvernement algérien lui-même qui crée les oppositions. Alors, il a créé des oppositions entre la Chine et la France pour obtenir de la France des choses dont elle ne voulait pas de la Chine, dans le secteur automobile, par exemple. Mais pour les armements, vous avez aussi en permanence une compétition entre la Chine et la Russie en Afrique. Et tout ça pour pouvoir renouveler à terme le matériel, l'ex-matériel soviétique, hein, à travers les usines russes d'aujourd'hui. Bon. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas forcément extérieur au pays, mais ça peut être aussi une instrumentalisation du gouvernement local pour pouvoir mieux marchander. Alors, le troisième aspect, c'est le problème de la qualité des produits. Alors ici, c'est un discours qui est très particulier en ce sens que vous achetez, vous obtenez que pour les choses que vous acceptez de payer. Si vous donnez 1 euro pour une paire de chaussures, vous n'aurez pas la qualité que vous aurez que si vous acceptez de donner 10 euros. Bon. Et ça, c'est effectivement un élément fondamental hein, dans la fourniture d'infrastructures en Afrique. Hein, vous avez une volonté d'obtenir des infrastructures le meilleur marché possible. Et il est bien évident qu'à ce moment-là, vous avez une qualité qui ne sera pas la qualité que vous auriez si les gouvernements africains avaient voulu obtenir des infrastructures de bien meilleure qualité. Et disons que la décision est là, ce n'est pas une décision purement chinoise, hein, c'est une décision locale. Hein. Alors, on arrive à l'inverse à avoir des situations complètement aberrantes que celle de l'Éthiopie, où on a un chemin de fer qui est super moderne, mais qui ne répond pas aux besoins du pays et qui aurait pu se satisfaire de normes moins techniques, de normes techniques moins avancées pour satisfaire ses propres besoins à des coûts. Donc, si vous voulez, le problème de la qualité des produits, hein, c'est un problème de qualité définie hein, contractuellement ou politiquement par les pays africains eux-mêmes. Hein, ce n'est pas les Chinois qui systématiquement feraient, du moins pour les grands contrats, qui auraient la volonté de se débarrasser de leurs mauvais produits. Ça s'est fait, mais c'est au niveau d'affairistes, de petits commerçants qui se sont procurés des produits de mauvaise qualité pour les écouler en Afrique. Ça a eu lieu. Et il est évident aussi que ce facteur-là peut avoir une vision négative. Mais fondamentalement, les grands contrats d'infrastructure qui sont signés entre des entreprises chinoises et des gouvernements africains, hein, la volonté d'avoir une qualité donnée, ce n'est pas une volonté proprement chinoise, c'est une volonté qui est une volonté africaine aussi pour des raisons de coût bien souvent. Donc, c'est quelque chose qu'il faut nuancer et ne pas faire reporter. Alors, ça fait partie du ressenti, encore une fois, on fait reporter la mauvaise qualité de certains produits, la responsabilité de la mauvaise qualité sur les Chinois eux-mêmes, alors qu'en fait, il y a le problème du choix du consommateur ou de l'investisseur africain qui, là, peut prédominer. Bon, après cette parenthèse, est-ce que Alexandre Boudet veut s'exprimer maintenant? Il m'a envoyé un petit texte tout à l'heure. Oui, vous pouvez prendre la parole. Bonjour à tous. Je vais peut-être lire simplement mon commentaire, qui est effectivement plus un commentaire qu'une question. D'abord, merci beaucoup hein, pour la présentation. C'est toujours utile d'avoir des tendances chiffrées comme ça. Et moi, je revenais simplement sur le cas de la Côte d'Ivoire qui était présenté là. Et c'est vrai que c'est souvent un peu, pour moi, inexpliqué cette
cette mauvaise perception, ou alors expliquée uniquement par des faits subjectifs, puisque les faits réels vont à l'encontre de ce type de perception, puisque, outre les faits que vous avez évoqués en termes d'import-export, de biens et services, la politique d'aide au développement, etc., c'est un chiffre qu'on ne connaît pas forcément très souvent, mais 50% des recettes fiscales de l'État ivoirien sont générées par les entreprises françaises et par la présence française qui est sur place. Et vous avez aussi mentionné les conditions RSE, environnementales, etc., qui sont souvent et de plus en plus, de toute façon, mises en avant dans les projets européens, et qu'ils sont beaucoup moins dans des projets de pays émergents. Vous avez cité notamment la Turquie ou là, dans ce cas-là, la Chine. Mais du coup, ma question est un peu celle qu'on traite depuis tout à l'heure, qui est pourquoi, du coup, y a-t-il cette différence de perception? Est-ce simplement un sujet de narratif et de communication des pays intervenants, ou est-ce que c'est encore plus subjectif que ça? Je vous laisse répondre. Je ne sais pas, je crois que c'est sur la Côte d'Ivoire. Oui, mais le problème, la question finale n'est pas la question de la Côte d'Ivoire, mais dans quelle mesure les narratifs, dans quelle mesure la communication mise en place peut expliquer cette différence entre le ressenti et la réalité. D'accord. Écoutez, je pense que dans ce cas, il faut comparer aussi souvent les différentes stratégies, je dirais, de communication qui sont mises en place par les différents acteurs. Quand on regarde, du coup, alors je ne travaille pas sur la France, hein, mais quand on regarde, par exemple, pour la Chine, on constate tout de même, et de manière générale, je trouve les pays émergents, qu'il y a quand même une stratégie très axée sur la visibilité. C'est-à-dire la visibilité, et qui passe par tout un ensemble de symboles. Au-delà des médias, hein, où il y a une forte communication, je pense que l'article de Douzet, Limonier, Miloubi-René sur les médias, enfin, qui comparait les médias russes et chinois en Afrique, montre que, par exemple, du côté des Chinois, ils axent vraiment leur communication sur les réalisations en termes d'infrastructures. Et dans ce cas-là, on peut faire une association ou expliquer le ressenti des différentes populations africaines vis-à-vis du coup de du fait qu'ils considèrent que l'influence chinoise, que l'influence économique de la Chine peut leur apporter quelque chose, enfin, est positive. Là où on voit également un ensemble de symboles, je dirais, c'est à plusieurs niveaux. Quand je regarde, par exemple, un petit pays comme le Bénin, dont j'ai pu analyser les différents processus de négociation entre acteurs chinois et béninois, c'est toujours la manière dont les opérateurs chinois, les différentes entreprises chinoises, du coup assistées par l'ambassade, par la mission économique, la manière dont ils opèrent, c'est déjà qu'ils sont cet aspect de demand-driven, qu'on dit, mais c'est-à-dire qu'une politique qui est motivée par la demande, c'est-à-dire quand les contractuels chinois viennent auprès des différents ministères demander quels sont vos projets prioritaires, ils font aussi une sélection dans ces projets prioritaires. C'est-à-dire qu'ils vont davantage financer ou proposer un financement de certains projets qui sont sur des axes principaux ou qui seront, et c'est là que je parle de visibilité, c'est-à-dire qu'ils seront sur des axes principaux, des axes routiers principaux, ou bien accepter de financer un palais des congrès, c'est-à-dire et tout cet ensemble de sites qui sont qui sont très souvent utilisés, et là on peut faire une relation aussi avec, ou évoquer l'investissement dans les stades et autres, mais c'est toujours cette idée de financer tout un ensemble de projets qui pourront donner une meilleure visibilité et permettre du coup à la Chine de gagner en popularité.
Il y a aussi un motif très économique derrière. Quand on regarde les différents ministères, vous allez au Bénin sur les principales villes de Cotonou, vous avez beaucoup de bâtiments verts, c'est des nouveaux des ministères qui ont été construits par la Chine, mais il y a aussi cette volonté de faire en sorte, disons que ça devient une vitrine des produits chinois. Et surtout quand quand ils apportent un aspect architectural nouveau à la ville, cela permet également de servir de relais pas de relais, mais je dirais vitrine, mais de symbole, mais de permettre à d'autres entrepreneurs qui seraient intéressés par ce type de matériaux pour construire par exemple des centres commerciaux, de se rapprocher des contractuels chinois. Donc, je travaille un peu sur ces questions, j'en suis encore au début, mais sur toutes ces stratégies de visibilité qui sont mises en œuvre par la Chine et qui sont partie intégrante aussi de sa politique étrangère. Quand vous parlez avec des diplomates chinois, ils vous disent toujours, oui, c'est important pour nous, il faut que ce soit visible. Ils sont moins intéressés de construire un centre de congrès, si ça peut se faire, peut-être dans un village lointain, que de le faire dans un centre-ville où, du coup, il y aura une plus grande adhésion. Et je pense, je ne peux pas parler pour la France, mais j'ai l'impression que, alors regardez, avec Carrie, Thierry Perrault, vous avez mené ce séminaire où vous avez démontré que les Français sont également impliqués. Il y a beaucoup d'associations trilatérales dans l'exécution des projets, mais dont on ne parle pas, où il faut vraiment faire des recherches pour savoir que cela est le cas, que cela est mené ainsi. Et du coup, je pense que, vous savez, si on doit revenir à la question du ressenti, je veux dire, c'est en très peu de temps que si vous prenez une personne, c'est-à-dire des populations africaines, ils ne peuvent pas avoir toutes ces informations-là d'emblée et se limitent du coup au panneau qui dit que c'est construit par la Chine ou aux médias qui dit que c'est la Chine qui l'a construit, etc., etc. Donc c'est un peu l'analyse que j'aurais par rapport à cette question. Oui, ça j'avoue que je suis tout à fait d'accord avec vous. Du côté français, il y a un manque total d'action pour rendre visible ce qui est fait, et en même temps, il y a un manque total de narratif, c'est-à-dire une histoire qui soit construite, qui soit audible et acceptable de la part des populations locales. Et lorsque l'on évoque la question des impôts que peuvent payer les entreprises françaises, si on dit ça à un Africain, à un Ivoirien, ça risque de passer complètement à côté de son entendement, comme ça passerait à côté de l'entendement de la majorité des Français si on leur évoquait ce type de manne fiscale. Et donc, c'était beaucoup plus des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus visibles. Hein. Et je l'avais cité, puisque vous faisiez allusion au séminaire du Carré, cet exemple de Bolloré à propos du port de Kribi, et où les Chinois, effectivement, avaient fait un affichage énorme, une mise en scène considérable de leur présence ou de leur activité dans la construction de ce port. Et jusqu'au jour où Bolloré est sorti de sa réserve pour dire « Oui, mais le port de Kribi, hein, si les Chinois sont là, c'est nous qui sommes allés les chercher. C'est nous qui dirigeons l'opération. » Donc, effectivement, il y a aujourd'hui une activité qui est certaines de la part d'entreprises occidentales, dont les entreprises françaises, mais il y a aussi des entreprises italiennes, des entreprises britanniques, etc., hein, qui est beaucoup moins visible et qui mériterait d'être mise en valeur si les gouvernements de ces différents pays voulaient avoir dirons-nous, rendre beaucoup plus visible leur activité et s'ils avaient effectivement un narratif. Mais là, ça résulte aussi d'un autre phénomène, à savoir c'est que le mode de gestion des entreprises en Occident n'a rien à voir avec le mode de gestion des entreprises en Afrique, en Chine. Disons que les rapports que la France peut entretenir avec Total, qui sont différents des rapports que la France pouvait entretenir avec Elf,
Or, les rapports que la France pouvait entretenir avec elle sont comparables aux rapports que la Chine entretient avec Sinopec, c'est-à-dire qu'il y a un lien de dépendance directe. Aujourd'hui, Total, entreprise française, est en fait une entreprise multinationale qui a sa propre stratégie, qui ne recouvre pas forcément ou qui ne répond pas forcément à la stratégie que pourrait avoir le gouvernement français à l'égard de l'Afrique. Et donc, il est très difficile à un gouvernement occidental aujourd'hui de pouvoir avoir une action concertée avec ses propres multinationales, ce qui n'est pas le cas de l'Afrique. Donc, il peut y avoir ici un relais beaucoup plus facile entre le gouvernement et les entreprises en Chine qu'il peut y avoir de relais entre les entreprises françaises, ou du moins ayant leur siège en France, et le gouvernement français. Ça explique aussi le décalage qu'il peut y avoir entre dans la visibilité. Et par ailleurs, les pays européens sont précisément des pays européens, ou du moins de l'Union européenne. Il y a aussi une instance supérieure qui est l'Union européenne, qui n'a pas de narratif et qui, à la limite, avait une absence quasi totale de regard sur ce qui pouvait se passer en Afrique. Donc, de ce fait, il est beaucoup plus difficile de construire la visibilité d'une action européenne, une action française, dans un cadre pareil, puisqu'en fait, il y a à la fois des instances qui n'ont rien à dire, qui ne savent pas quoi dire, et des entreprises qui ont une stratégie qu'elles mènent de leur côté sans forcément avoir de rapport avec leurs propres, les propres gouvernements. Et ça s'exprime tout à fait directement dans ce qu'on voit aujourd'hui. Alors, il y a une chose tout d'un coup qui m'est revenue aussi, toujours à propos du modèle, c'est je saute du coq à l'âne parce que là, ça m'est revenu. Dans le graphique que vous avez noté, que vous avez présenté tout à l'heure, vous nous avez montré qu'en Éthiopie, la majorité de la population serait plus sensible au modèle américain qu'au modèle chinois. C'est à la limite presque contre-intuitif, dans la mesure où précisément en Éthiopie, s'il y a bien un pays qui est visible et dont on a clamé dirons-nous, le soutien, dont on a cherché le soutien, c'est la Chine. C'est depuis, dirons-nous, depuis le début des années 2000, les Chinois font du lobbying intense en Éthiopie. Lorsque Li Yifu a été nommé économiste en chef en 2008 à la Banque mondiale, il a continué ce lobbying et promu, dirons-nous, le modèle chinois, entre guillemets, pour l'appliquer en Afrique. Et les premières zones économiques spéciales qui ont été actives en Afrique, ce sont des zones économiques spéciales créées et conçues par les Chinois. Donc, il y a une présence chinoise là qui est très très forte, et en plus de ça, avec le symbole du train Addis Abeba-Djibouti. Et malgré ça, les États-Unis apparaissent comme étant le modèle que privilégieraient plutôt les Éthiopiens. C'est assez étonnant. Je ne sais pas si vous voulez faire des réponses à ça. Absolument, je veux dire, ça a été un peu une curiosité pour nous en termes de résultats de cette enquête. C'est que, comme vous le dites, l'Éthiopie sert vraiment de vitrine du modèle chinois, du modèle économique chinois à plusieurs niveaux. C'est au-delà du coup des zones économiques spéciales et de l'investissement, de l'engagement de manière générale chinois en Éthiopie, on remarque déjà que même au sein du gouvernement, il y a vraiment, c'est un des pays où vous avez le plus où les rapports avec la Chine font l'objet vraiment d'une structure interne au sein notamment du ministère des Affaires étrangères qui est la plus aboutie. C'est-à-dire vous avez tout un ensemble de fonctionnaires qui parlent très couramment mandarin, qui sont vraiment très bien, qui sont très engagés, qui ont une très bonne culture chinoise, mais aussi qui sont ceux qui organisent, vous savez, tous ces ateliers de partage des connaissances, comme on dit, c'est-à-dire ces ateliers de
transfert des connaissances, de transfert technologique et autres. Mais pourtant, et c'est là que je parlais d'une sorte pas de divergence, mais vous voyez clairement une différence entre toutes ces initiatives gouvernementales et les avis des personnes qui sont, enfin, des Éthiopiens qui ont été interrogés. Mais là encore, le contre-argument qu'on pourra avoir, c'est de se dire comment est-ce qu'ils ont compris la question. Parce que quand on parle de modèle économique chinois, comme je le disais tantôt, c'est très large. Quand ils peuvent juste avoir aussi entendu comme modèle de développement et peut-être pour ceux qui adhèrent pour beaucoup à une je veux dire, au soft power que peut exercer les États-Unis, on voit tout de même que c'est quand même très présent encore. Il faut aussi intégrer, je ne sais pas si on pourrait faire un lien, mais la diaspora éthiopienne est beaucoup plus présente aux États-Unis qu'en Chine. Il y a là aussi un effet, vous savez, un effet d'influence, les liens que peuvent entretenir cette diaspora avec les Éthiopiens. Mais tout de même, je ne suis pas très étonnée. Parce que, alors, il y a deux questions. Parce que là, vous avez la question du modèle de développement chinois, mais il y a également l'autre question qui interroge l'influence politique et économique plus ou moins positive. Et là, l'Éthiopie, c'est quand même 57%. Donc là, il y a quand même une majorité qui considère que la Chine a une influence positive. Mais sans pour autant adhérer à son modèle de développement et sans pourtant vouloir le reproduire en Éthiopie. Sachant que déjà, au sein de l'Éthiopie, il y a déjà beaucoup de questionnements internes sur le modèle autoritaire qui est mis en place et auquel cela démontre aussi que les Éthiopiens n'y adhèrent pas forcément. Et surtout s'il doit être similaire au modèle chinois. Il y aurait une question à poser. Tout semble clair à tout le monde. Oh, c'est un silence qui est terrible, là. Écoutez, si vous n'avez pas de questions à poser, je vais remercier Folasha Dessoulé pour son intervention et pour la vision qu'elle nous a donnée des enquêtes menées par Afrobaromètre. Je dois avouer que depuis que je connaissais l'existence, il y a de 2 ou 3 ans ou 4 ans que j'avais déjà vu ça, je souhaitais pouvoir organiser une discussion avec quelqu'un qui avait effectivement plongé dans les arcanes de ces enquêtes pour avoir une vision un peu plus claire, car effectivement, comme je disais tout à l'heure, la distance entre le ressenti et la réalité est quelque chose qu'il est parfois difficile de mesurer. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre exposé. Je rappelle que votre présentation sera disponible sur la page du séminaire et que d'autre part l'enregistrement devrait pouvoir aussi être accessible d'ici cet après-midi ou au plus tard demain matin. Je vous remercie encore de nouveau. Je vous applaudis parce que ça, on a l'impression de se retrouver réellement ensemble alors que nous sommes juste des noms ou des images pour nous deux sur un écran. Et plus les choses vont, plus je dirais la matérialité des rapports humains manque et pèse aussi sur nos relations. Donc vivement qu'on se débarrasse de cette saloperie et que l'on puisse avoir des rapports normaux. Ceci dit, on aurait des rapports normaux, j'aurais peut-être pas trouvé l'argent pour vous faire venir d'Oxford. Mais ce qui aurait été bien, c'est de pouvoir se dire que dans un cadre normal, de temps en temps, on a une visioconférence, ou venir dans une salle où se trouve toute l'assistance, un intervenant extérieur en visioconférence.
Mais disons qu'aujourd'hui, il ne faut pas trop se demander il ne faut pas trop en demander. En tout cas, j'étais heureux de vous avoir et j'espère qu'on vous retrouvera bientôt. Hein. Bien. Au revoir. Merci. Au revoir à tout le monde et à bientôt. À bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.